Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous, l'émission dédiée au numérique, à l'innovation et à la tech responsable. Et aujourd'hui, nous allons désamorcer les mythes sur l'intelligence artificielle pour essayer de voir comment cette rupture technologique peut contribuer à réinventer l'avenir industriel de la France et de ses territoires. Nous vous ferons découvrir les conclusions d'un tour de France mené à travers les régions du nord au sud et d'est en ouest, où l'on tente de mieux comprendre son adoption. Intelligence artificielle et territoire, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir Christophe Négrier. Bonjour Christophe. Bonjour, vous êtes donc country manager et vice-président EMEA South Technologies, leader chez Oracle France. C'est bien ça la définition? Le directeur général, ça marche. Voilà, faisons plus français, simple. Alors juste on rappelle, vos solutions permettent aux plus grandes entreprises internationales de fonctionner grâce à ce qui s'appelle l'infrastructure et le stockage des données dans ce que l'on appelle le cloud. Oui. Ça va aussi ça? Ça va. Ok. Impeccable. Vous voulez qu'on le refasse? Non, c'est impeccable. Très bien. Alors avant de commencer, Christophe, on a tous eu écho de ce sommet international sur l'intelligence artificielle qui s'est maintenant déroulé il y a un peu plus d'un mois à Paris. Pour vous, ça a été une belle opération de communication pour mettre la France en avant dans un contexte où les véritables héros, c'est-à-dire ceux qui produisent, sont la Chine et les États-Unis? Ou alors là aussi, c'est un mythe à désamorcer? Alors là, pour le coup, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est bien plus qu'une opération de communication. Pour y avoir été, déjà, c'est un moment dans lequel il y avait une incroyable énergie. Je crois que c'est vraiment le point de départ d'une trajectoire, d'une prise de conscience française, mais aussi européenne, de l'importance de travailler ensemble, de créer une logique d'écosystème avec à la fois les industriels, le monde académique, avec tous les participants pour vraiment tirer parti de cette révolution industrielle. Et peut-être le deuxième point sur lequel je ne suis pas non plus d'accord, c'est que aujourd'hui, la France, c'était à Paris, on est aussi des champions. On est des champions et vous regardez aujourd'hui notre capacité à former des profils qui vont devenir les pontes de l'intelligence artificielle partout dans le monde, c'est une réalité et il n'y a pas que les États-Unis ou la Chine. Alors comme on est là pour parler vrai et désamorcer certains mythes, on va dire, on a vu circuler récemment une information qui disait que l'intelligence artificielle, une requête sur ChatGPT ou autre, c'était 1 litre d'eau. Donc un faux ou un tox? Alors, je ne sais pas si c'est 1 litre d'eau. Par contre, ce que je peux dire, c'est que, et on voit les discussions au sommet et à côté, quand on parle d'intelligence artificielle générative, il y a une question d'infrastructure. Ces infrastructures, elles sont coûteuses pour l'environnement. C'est-à-dire que c'est très important de bien comprendre que à chaque fois qu'on clique sur un bouton, il y a quelque chose qui se passe derrière, et derrière, c'est de l'électricité, c'est du refroidissement, c'est de l'eau. Et donc, bien sûr, la technologie s'améliore de plus en plus, mais comprendre et surtout contrôler ses usages, c'est quelque chose qui est clé. Alors, comme on est là pour désamorcer des idées reçues, et vous avez un petit peu anticipé ma troisième question, cette déferlante de l'IA en termes d'utilisation d'énergie, est-ce que quand vous accompagnez vos clients, vous les sensibilisez, ou alors le mur risque d'arriver d'ici 2 ou 3 ans? Je crois que la responsabilité environnementale, c'est déjà une question qui est centrale chez nos clients. On le voit, c'est plus la 94e page du rapport annuel, c'est devenu une question de direction générale sur laquelle toutes les entreprises et les pouvoirs publics ont aussi une stratégie. Évidemment, l'intelligence artificielle heurte ça parce que beaucoup de demandes d'infrastructures, mais en même temps, on voit aussi qu'on a des infrastructures qui sont de plus en plus performantes. On a aussi un écosystème par rapport à ce que je disais tout à l'heure en introduction, qui est de plus en plus ouvert et qui permet de mettre à disposition des lieux qui sont les plus qui consomment le moins d'énergie possible, qui permettent de rendre l'utilisation de ces technologies la plus responsable possible. Mais ce n'est pas sans impact. Dire le contraire, c'est un mensonge. Les collectivités sont obligées de prendre ce chemin. Est-ce que certaines d'entre elles vont devoir arbitrer parce que c'est cher de se rééquiper, de changer son infrastructure? Comment là aussi, soit vous les accompagnez, soit elles doivent arbitrer? Alors, 3 choses. Déjà, d'une part, la plupart des collectivités ou même des entreprises vont aller consommer ces services chez des tiers. C'est pas chacun qui va créer des infrastructures parce qu'il y a une question de masse critique, une question d'utilisation. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'on est encore dans une phase, pour moi, où la technologie, elle permet, même si on consomme plus d'un côté, on permet de consommer moins d'un autre côté. Je vous donne un exemple. On a un grand acteur du rail en France, en utilisant une technologie cloud, c'était la nôtre, le cas présent, pour son application, une de ses applications les plus importantes. Avant de la mettre dans le cloud, elle consommait par an 100 tonnes équivalent carbone.
après 3,3 tonnes. On a fait une mesure, Bureau Veritas, quelque chose de sérieux. Et donc, quand je dis ça, c'est pas que ce qui était fait avant n'était pas bien, c'est que en se transformant d'un côté, on se libère des marges de manœuvre d'un autre côté pour pouvoir leverager au maximum ces nouvelles opportunités. Christophe, la souveraineté, on en parle beaucoup. Est-ce qu'elle ne prend pas un sens un petit peu différent aujourd'hui dans le contexte géopolitique que l'on connaît ? Alors, je pense que le contexte géopolitique, c'est un accélérateur, un catalyseur de ce qui devrait être fait, ce qui est fait, partiellement fait. Aujourd'hui, chaque entreprise ou chaque administration, chaque État doit être capable de créer une carte de son écosystème et à qui chacun va travailler pour quel cas d'usage, pour quel type de données, pour quel niveau de sécurité. C'est-à-dire que pour moi, il n'est pas nécessaire d'opposer les bons flics aux mauvais flics. Le sujet, il n'est pas là, c'est de dire avec qui je vais travailler, pour quel cas d'usage, à quel moment, en fonction de mes besoins. On ne fait plus confiance à une seule personne, et d'ailleurs, il n'y a personne aujourd'hui qui est en capacité d'avoir une réponse technique unique qui réponde à tous les cas. C'est faux. Il y a des acteurs européens, il y a des acteurs installés en Europe. Il y a besoin de tout le monde pour tirer parti pleinement de cette révolution industrielle. Christophe, avec la multiplication de consommation de data, donc la multiplication de data centers qui vont les stocker. Alors, on nous dit que ces data centers sont verts, mais la construction de ces data centers, elle nécessite, elle va contribuer à alourdir le bilan carbone. Comment, là aussi, arbitrer, on va dire, entre l'usage et la construction ? Alors, moi, je ne connais pas de data centers qui n'ont pas de coût carbone. Donc, oui, même s'ils fonctionnent avec de l'énergie verte, même s'ils sont construits de manière plus responsable, évidemment, ça a un coût. Il faut le dire. J'en reviens, chaque fois qu'on appuie sur un bouton, ça a un coût carbone. Donc, on en revient, pour moi, il y a une question qui est vraiment centrale. C'est l'usage et le cycle de vie à la fois des applications et des données dans les entreprises et administrations. Combien de temps je dois garder ? Pourquoi je dois garder ? Alors, certes, les intelligences artificielles génératives ont besoin de données pour être de plus en plus intelligentes, mais on doit collectivement, avec l'ensemble des acteurs, aussi renforcer l'éducation, la prise de conscience et dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que c'est la même chose avec son téléphone. À chaque fois qu'on fait quelque chose avec son téléphone, qu'on achète un nouveau téléphone, ça a un coût. Et donc ce coût, il faut être certain que la valeur qu'on va tirer de ce que l'on fait est là. Christophe, on encourage de plus en plus, que ce soit des acteurs individuels ou industriels, à mettre les données dans le cloud. Sauf qu'une fois que les entreprises sont engagées, elles subissent des augmentations de coûts et de prix à leur insu. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut éviter pour ne pas impacter la compétitivité justement de ces entreprises ? Alors à leur insu, je ne sais pas si c'est à leur insu. En général, c'est marqué dans les contrats, mais on dit pas forcément l'astérix en police 5 qui est en bas du contrat. Mais plutôt que ça, en fait, là-dessus, je suis un peu têtu. C'est-à-dire que je crois que faire confiance à de multiples acteurs de cloud, c'est clé. Faire confiance à des acteurs de cloud avec des profils différents, c'est clé. Faire confiance aussi à des acteurs sur lesquels on va créer une compétition qui est saine, en fait, sur lequel on va avoir aussi une capacité de retour en arrière, sur lequel on va savoir où nos données sont traitées, sur lequel on va savoir où nos données sont stockées, sur lequel on va savoir où nos données vont. C'est des sujets qui sont évidemment extrêmement importants et qui évitent ce type de péripéties où on est obligé d'acheter une loupe pour regarder la police tout en bas avec le côté de la petite astérix. C'est donc la loupe la solution, on va le noter. Christophe, on est en mesure, avec cette frénésie sur l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative, de commencer à mesurer un petit peu le retour sur investissement des entreprises qui s'y engagent ? Je crois qu'aujourd'hui, on est vraiment en train d'effleurer la surface de ce qu'on va être capable de réaliser. Je pense que, je le disais tout à l'heure, j'ai employé le mot de révolution industrielle, je pense que c'est vraiment le cas, aussi bien dans l'industrie, dans les services, et il faut être encore une fois assez direct, c'est-à-dire que toute révolution industrielle a des impacts sur notre société, sur notre façon de travailler, sur les emplois disponibles, et donc il y a un enjeu évidemment de formation, de faire évoluer les compétences, un enjeu éducatif qui est central pour moi aujourd'hui dans les années qui vont venir, parce que ce que l'on fait, c'est pas une question de retour à investissement financier.
Là, on a affaire à quelque chose de très différent. Vous venez de toucher ce qui est essentiel, hein, l'humain, la formation et les compétences. Vous avez un coup d'avance chez Oracle. Déjà, est-ce que vous pourriez nous partager concrètement ce qui pourrait inspirer des entrepreneurs d'entreprises de taille plus petite? Je pense que déjà d'avoir un discours de vérité avec ses salariés sur lequel il faut dire les choses telles qu'elles sont, avec les bons côtés et les côtés sur lesquels qui apportent aussi leur lot de challenge. Et c'est ce qu'on essaye de faire chez Oracle. C'est-à-dire que ces enjeux de formation, pour nous, industriels, de la donnée, du cloud, on est un acteur central sur ces enjeux d'intelligence artificielle générative au niveau des infrastructures. C'est un énorme pivot aussi des compétences de nos salariés. Et donc, on n'est pas quelque part privilégié par rapport à d'autres. On a des plans de formation chaque trimestre pour l'ensemble des populations, qu'elles soient techniques, qu'elles soient commerciales, qu'elles soient support. On voit aujourd'hui l'impact que ça peut avoir sur nos propres aussi façons de faire. Comment on développe nos solutions aujourd'hui. Comment on sécurise notre cloud. Les intelligences artificielles génératives, elles sont là, à nos côtés. Alors, aujourd'hui, pas pour nous remplacer, pour nous augmenter, pour nous rendre plus efficaces, pour nous rendre plus sécurisés, plus intelligents et nous libérer du temps pour faire d'autres choses. Pour nous augmenter de manière éthique. Merci beaucoup Christophe Négrier. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Oracle France. Merci. Restez avec nous, on marque une courte pause avant de découvrir les coulisses du Tour de France de l'intelligence artificielle et mieux comprendre comment nos territoires appréhendent cette révolution technologique. Le numérique pour tous spécial IA et territoire, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission spéciale l'intelligence artificielle et territoire, nous avons le plaisir d'accueillir Véronique Torner, présidente de Numéum. Véronique, bonjour. On est ravis de vous avoir en plateau parce que beaucoup de vos pépites, en fait, viennent régulièrement nous voir. Vous n'étiez pas encore venu, donc voilà, c'est chose faite aujourd'hui. Numéum, en quelques mots? Alors déjà, bonjour Vanessa et merci pour cette invitation. Alors Numéum, en quelques mots, on est le syndicat patronal et l'organisation des professionnels du numérique en France et on rassemble 2500 entreprises en France. On compte à peu près 30 000 acteurs du numérique en France. Donc avec 2500, nous on pèse 85% du chiffre d'affaires du secteur. Donc on est très représentatif de l'écosystème numérique français. Alors comme vous avez été également très impliqué dans ce sommet sur l'intelligence artificielle qui s'est déroulé il y a un mois, je le disais en introduction, quel est votre retour d'expérience de votre côté ? Ça a été une très belle expérience, ce sommet. On ne peut pas le résumer finalement aux quelques jours du sommet. Il y a eu une aventure qui a bien démarré en amont avec ce Tour de France de l'IA qu'on a engagé avec le MEDEF et puis qui continue encore aujourd'hui avec des annonces, avec des actions très concrètes. Donc c'est une très très belle aventure, c'est une très belle opportunité pour la France. Et je pense que pour l'ensemble des entrepreneurs et pas uniquement les acteurs du numérique, ça a été un moment enthousiasmant et d'une grande fierté qu'on ait pu accueillir ce sommet international ici en France. Alors très concrètement, ce sommet a été précédé de votre côté par un Tour de France, on le disait, organisé en collaboration avec le MEDEF. Quel est là justement ce que vous avez pu observer dans les territoires sur l'adoption de l'IA, l'appréhension de l'IA? Ça c'est intéressant d'avoir votre vision terrain. Alors c'était important de le faire, ce Tour de France de l'IA, d'abord parce que le sommet se passait à Paris. C'est un sommet international, donc c'était normal qu'il se passe à Paris. Il était très, très concentré en fait en région Île-de-France. C'était important pour nous d'aller dans les territoires parce que les territoires c'est une grande priorité et pour le MEDEF et pour nous Numéum. 90% des décisions se passent dans nos territoires. Au sein de Numéum, 50% de nos adhérents sont dans les territoires. Donc c'était vraiment important d'aller faire ce tour. Alors, pourquoi cette urgence aussi? Parce que aujourd'hui, la France a plein d'atouts sur l'intelligence artificielle, mais quand même, on a un taux assez faible d'adoption d'intelligence artificielle auprès des acteurs économiques. Concrètement, Véronique, j'aimerais savoir, en Occitanie, en région PACA, en région Nord, est-ce qu'on appréhende l'intelligence artificielle différemment? Alors, il y a les mêmes questions, oui. D'accord. Après, les grandes questions, c'est quoi? On va perdre nos emplois? Comment? Non, les grandes questions là aujourd'hui, je pense que on a gagné en maturité. Je pense qu'on n'est plus sur le sujet. En fait, ça va détruire des emplois, mais plutôt en fait, ça va nous augmenter. Moi, j'aime bien parler d'intelligence augmentée. Et pour les chefs d'entreprise, il y a une prise de conscience. C'est pas le sujet du directeur informatique, c'est bien le sujet en fait de la direction générale et de tout en fait les métiers au sein de l'entreprise. Je pense que l'intelligence artificielle, ça concerne toutes les entreprises,
petites, moyennes, grandes, tous les secteurs d'activité, tous les territoires et toutes les compétences au sein de l'entreprise. Vous avez le sentiment qu'il y a un retard à l'adoption Alors, il y a un France, retard à l'adoption, c'est ce que je voulais vous dire. Il y a un sondage qui a été fait au niveau européen et sur les 27 pays européens, la France est avant-dernier de la classe avec un taux d'adoption aujourd'hui qui est à 10%, là où le meilleur de la classe, qui est le Danemark, est à 28%. Et l'Europe s'était fixé comme objectif, ils ont organisé une trajectoire sur l'intelligence artificielle, un objectif dans la boussole numérique. C'est l'objectif, c'est à 2030 qu'on soit à 75% de taux d'usage dans les entreprises. Donc on en est encore loin. Alors quand je vous dis ça, vous pourriez dire c'est pas très positif. Mais c'est pas très positif. Je fais bien. Je fais bien. Mais en fait, je pense que ce sommet, ça a été justement l'occasion d'une prise de conscience énorme et de la possibilité de faire un rebond. Moi, toutes les entreprises qu'on a rencontrées dans ce Tour de France ont pris conscience des différents cas d'usage qui étaient à leur portée, des bénéfices que pouvait apporter aussi cette intelligence artificielle en termes de productivité, de compétitivité, mais également de transformation. Ça ouvre des accès à des modèles économiques différents, comme a pu le faire l'Internet à une époque avec les plateformes. Là, l'intelligence artificielle, ça ouvre un champ des possibles qui est incroyable. Oui, parce que c'est le comment. Les patrons s'interrogent sur comment, moi aussi, je veux participer à cette révolution, cette rupture technologique, mais je ne sais pas par où commencer. Donc, si on parle de cas d'usage très concrètement, pour justement illustrer ce que vous êtes en train de dire. Alors, je vous en ai... volontiers. Ouais, je vous en ai quelques-uns, en fait. Par exemple, en Normandie, la société Le Galet, qui est dans la quincaillerie professionnelle. Et donc là, elle utilise en fait l'intelligence artificielle pour l'optimisation de ses stocks. Et ça lui a permis d'une amélioration de sa fiabilité de ses prévisions, l'optimisation de la logistique avec 15 000 colis envoyés par jour. Donc là, on est vraiment sur une entreprise, une petite entreprise. Mais je vais peut-être vous donner un autre exemple, par exemple sur les aéroports de Marseille, Provence. Où là, c'est la gestion des infrastructures, c'est une meilleure anticipation des besoins d'infrastructures, réduction des coûts d'investissement liés à l'extension des parkings. Et l'IA a permis d'analyser 15 ans de données. Et donc ça, par exemple, sont des exemples très concrets. Donc on a pu voir sur ce Tour de France à la fois des cas d'usage sur des toutes petites entreprises, des ETI et des grands groupes. Et à chaque fois, la possibilité en fait d'améliorer en fait sa productivité et parfois même en fait des ouvertures de nouveaux modèles. Par exemple, Schneider Electric, qui grâce à l'intelligence artificielle aujourd'hui a des nouveaux modèles économiques autour de l'énergie, la décarbonation. Et donc ça veut dire quoi, que le patron, le directeur des services informatiques doit un petit peu revoir son modèle économique dans les mois ou dans les années qui suivent, et là se renseigner, faire des appels d'offres. Comment vous les accompagnez justement sur cette entrée dans cette nouvelle voie? Alors c'est vrai qu'en fait, quand on a fait ce Tour de France, c'est vrai qu'on a vu en fait que y avait une attente assez forte des directions en fait des entreprises, des DRH, des directeurs commerciaux, évidemment des DSI. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une inquiétude, c'est comment appréhender en fait ce sujet. Donc, on doit les accompagner, en fait, les acteurs économiques dans cette adoption sur différentes thématiques. Déjà, identifier avec eux les bons cas d'usage, parce que un cas d'usage n'est pas forcément transportable d'une entreprise à une autre. Donc ça, il y a tout un travail sur de conseils sur les cas d'usage. Ensuite, identifier les bonnes solutions. Des solutions qui peuvent être sur étagère, mais souvent en fait on intègre toute une chaîne avec différents agents d'intelligence artificielle qui permettent vraiment d'optimiser des processus complexes. Et puis après, il y a évidemment le déploiement de ces cas d'usage à échelle dans des entreprises. Donc alors, il y a besoin d'être accompagné, et ça c'est vrai, ce sont nos entreprises chez Numium qui sont en capacité d'accompagner les acteurs dans le développement d'intelligence artificielle. Mais là on voit, Véronique, en vous écoutant, que cette transition numérique, c'est une nouvelle transition numérique. À l'heure où on parle de réindustrialisation, comment les deux peuvent coexister intelligemment? Parce que les patrons, on va dire, sont confrontés à de nouveaux défis tous les jours. Un défi vient en supplanter un autre. Comment on fait pour agréger tout ça? Alors, de toute façon, l'industrie du futur, elle est numérique et elle est aussi responsable. C'est un mot qui est important. On en a parlé juste avant. Moi, je suis très attachée au numérique responsable et je crois que c'est une voie que doit développer l'Europe, ce numérique responsable. Et donc sur l'industrie, eh bien là, l'intelligence artificielle, c'est un levier fantastique de réindustrialisation en France, dans nos territoires. Ça va permettre d'optimiser les processus, ça va permettre de décarboner. Donc en fait, c'est le numérique en XXL.
Véronique, on parle de ces superpuissances américaines, chinoises et maintenant saoudiennes dans l'intelligence artificielle. Vous, votre combat chez Numéum, on peut encore espérer faire de l'Europe un champion qui a son rôle et sa part de voix dans ce débat? Alors, évidemment que moi j'ai pleine confiance en fait pour que l'Europe puisse trouver sa place en fait aujourd'hui dans cet échiquier international de l'intelligence artificielle. Énormément d'atouts, énormément de talents, énormément en fait d'entreprises aujourd'hui qui ont de l'expertise sur l'intelligence artificielle. Maintenant, pour qu'on puisse réellement trouver notre place et qu'on soit parmi les champions, il faut qu'on développe une politique industrielle européenne. L'Europe revient au premier plan. On ne peut pas raisonner qu'à l'échelle de la France. Donc il faut avoir un raisonnement qui soit européen et développer une politique industrielle. Aujourd'hui, l'Europe, ce que nous avons fait ces dernières années, c'est plutôt une politique sur la réglementation, définir le cadre d'un marché. C'est important, définir un cadre de marché qui permettait aux 27 de pouvoir jouer avec les mêmes règles. Mais maintenant, il faut passer à l'étape suivante et il faut accélérer. Il faut avoir une politique industrielle avec des investissements sur les compétences. Et puis, il faut jouer collectif et donc faire émerger des champions qui sont européens et pas uniquement se dire que chaque pays doit faire émerger ses propres champions. Vous n'avez pas le sentiment que cette volonté, ce désir systématique de régulation qui est la patte de l'Europe pour respecter certaines valeurs, commence un peu à avoir ses limites, à nous freiner et à ne plus nous permettre d'être dans une course un peu frénétique comme celle qui est en train de se dessiner? Clairement, en fait, nous on a identifié que pour les entreprises du numérique, il y avait eu 70 textes réglementaires pour nos entreprises. Donc c'est énorme, c'est indigeste. Donc aujourd'hui, en effet, il y a trop de réglementation et d'ailleurs l'Europe en a pris conscience avec le rapport Draghi et puis avec la géopolitique actuelle, il y a une prise de conscience très forte. On est d'ailleurs dans une trajectoire de simplification. Tout l'enjeu, c'est de le faire très, très, très rapidement. Il y a une vision du numérique en France, puisque vous fédérez justement les principaux acteurs. Y a-t-il une vision? Vous allez me dire oui, sûrement, mais quelle est cette vision? Alors oui, il y a une vision déjà politique, et qui n'est pas nouvelle, puisque dès 2018, il y a eu le rapport Villani, puis ensuite on a eu le rapport Anne Bouvreau, Philippe Aghion, il y a le sommet, donc il y a une vraie volonté politique et une vraie vision politique en France. Il faut qu'aujourd'hui, elle soit, comme je l'ai dit précédemment, orchestrée avec une vision qui soit européenne. Et puis, au niveau des entreprises, aujourd'hui, on a un écosystème qui est très, très riche. Je vous ai dit, il y a à peu près 30 000 entreprises du numérique. On est une quarantaine d'associations du numérique en France. Donc, c'est très positif parce qu'on est très foisonnant, très dynamique, mais à la fois, on est très dispersé. Et donc, un des enjeux que nous portons chez Numéum, mais avec l'ensemble des associations françaises, c'est de se rassembler pour former une équipe de France du numérique qui soit puissante et impactante. Véronique, pour conclure, vos 3 priorités pour 2025, pour développer cette IA responsable, comme vous le dites, et accompagner les PME? Alors, c'est continuer à accompagner les entreprises dans l'adoption de l'IA, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même, on est en retard, donc il faut accélérer. Ça, c'est la première chose. Donc, on va continuer à faire des tours de France de l'IA. Donc là, il y a la CCI qui va engager de nouveau un Tour de France. Certainement avec le MEDEF, on va poursuivre nos initiatives. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est faire émerger quand même des champions français et européens. Et donc ça, on travaille avec nos homologues européens pour faire émerger cette filière européenne. Et puis le troisième point, c'est l'IA responsable. Il faut une IA qui soit inclusive, une IA de confiance et qui soit respectueuse des enjeux environnementaux et qui place l'humain au cœur de tout. Merci beaucoup Véronique Turner. Je rappelle que vous êtes présidente de Numéum. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos émissions en podcast sur l'application Sud Radio et sur vos réseaux sociaux préférés. On ne vous dira jamais assez merci pour votre fidélité. Il est temps pour moi de vous souhaiter une excellente fin de week-end et de vous dire à la semaine prochaine.